Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes lectures du mois de juin. Oui, je suis perdu dans le temps. Je m'excuse parce que cette vidéo a un peu de retard. Normalement elle sort toujours le 2 ou 3 juillet maximum. Sauf que j'ai la bonne idée de faire mon rappel de vaccin il y a quelques jours. Donc du coup j'étais quand même assez dans le mal. Là je commence à me remettre seulement. Donc du coup j'ai pas du tout pu tourner de vidéo. Donc ça va prendre un peu de retard. Donc je m'excuse, mais bon. Elle sortira quand même. Autre aussi, petit aparté, l'achat manga du mois de mai finalement sera regroupé avec l'achat manga du mois de juin. Donc je ferai un encore plus gros ce mois-ci, pour la simple et bonne raison que je l'ai tourné 2 ou 3 fois cette vidéo et j'en étais pas satisfait, notamment par rapport au plan. Donc je ferai autrement et voilà, donc ça sortira un petit peu avec un petit peu de retard. J'ai eu la chance de recevoir l'agenda l'Attaque des Titans 2021-2022, sachant que je reprends mes études. Bon, je sais qu'en études sup les agendas c'est pas forcément le truc le plus utile, mais moi qui ai besoin de beaucoup d'organisation, ça va bien m'aider. Et l'Attaque des Titans quoi, donc c'est assez cool. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que j'ai commencé par vous parler éditeur. Déjà c'est éditeur par éditeur, sauf si à un moment je me plante, mais bon je pense que ça m'étonnerait. Je vais commencer par les éditeurs où j'ai très petite, c'est-à-dire un tome. Comme ça on finira petit à petit par les éditeurs où j'ai lu beaucoup de tomes. Et beaucoup de tomes ne signifie pas beaucoup de séries d'ailleurs, hein, parce que j'ai lu des séries en entier, donc vous verrez ça. Donc je vais commencer par Meian avec Anna l'Inaccessible, donc que j'ai lu ce mois-ci, le premier tome, parce que je suis un petit peu en retard sur cette série effectivement. J'hésitais à la commencer, mais bon finalement je me suis lancé. Alors c'est une série grosso modo qui va parler d'Anna qui a un air très froid au travail et en termes général, qui ne veut pas forcément dire ce qu'elle pense. C'est-à-dire que par exemple elle a des sentiments pour un de ses collègues et elle va lui faire plein de remarques déplacées sans le vouloir, en voulant dire totalement l'inverse, et en fait en s'en rendant compte qu'après coup. Et donc ce petit mec s'appelle Tsuyoshi, et lui aussi il a des sentiments pour elle, mais il sait pas comment lui dire et il a l'impression qu'elle le déteste, donc c'est un petit peu compliqué. Donc grosso modo ça va être un peu de la romance mais comique. Après ça reste des personnages qui ont des sentiments purs, donc c'est quelque chose globalement que j'aime bien. Voilà, donc grosso modo c'était quand même un bon tome, parce que bon j'ai passé un bon moment de lecture, mais il y a quand même quelques lacunes. Ensuite chez Kazé, je lis très rarement du Kazé, c'est vrai, mais là j'ai eu envie. Donc Agent of My Heart, le premier tome, qui est la nouvelle série de l'auteur de Check Me Up et d'autres choses, je ne sais plus les noms parce que je les ai pas lus. Donc j'ai pris ce tome 1 tout simplement sur la recommandation de Max Ga. Donc je sais pas si vous connaissez, bon il fait des vidéos, même si en ce moment il en fait plus, hein, qui fait des vidéos aussi normalement sur YouTube, et donc je l'ai lu. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on est dans le domaine de l'adulte et dans le domaine du cinéma, donc il y a souvent voilà quelques petites scènes autour du ciné donc qui sont assez sympas. On va suivre Chitose en fait, qui est devenue manager, et en fait elle va très bien faire son taf, elle va être géniale, et en fait elle va se rendre compte que l'acteur numéro 1 de son agence va demander à ce qu'elle soit sa manager. Donc il s'appelle Sena, et en fait ce mec c'est le mec qui l'a brimé quand elle était petite. Donc on va avoir le scénario typique voilà du traumatisme d'enfance, et en gros quand ils grandissent, elle se rend compte qu'il a un petit peu changé, même s'il continue de la taquiner, et qu'elle a toujours eu des sentiments pour lui. Enfin, là-dessus c'est vrai que c'est très classique. Après tout l'aspect, je vous dis, un petit peu plus adulte, il y a pas mal de choses du quotidien, notamment elle se retrouve à un moment sans logement, on voit que ça parle de la cuisine, du ménage, de choses du quotidien. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez sympa. Après évidemment en tant qu'œuvre un petit peu stéréotypée, c'est qui doit faire la cuisine et le ménage c'est la femme. Bon ça c'est quelque chose que je déplore un petit peu, mais bon petit aparté. Mais sinon c'est quand même voilà, en fait j'aime de plus en plus les shoujo qui sont dans des mondes adultes, parce que c'est vrai que les shoujo lycéens je m'y retrouve plus trop, donc c'était quand même une bonne lecture. Ensuite j'ai lu Battle Through the Events tome 6. Alors Battle Through the Events, j'ai pas grand chose à en dire à part que ça continue d'être très bien, je passe toujours des bons moments de lecture, Yann évolue bien, notamment dans ce tome. Pour rappel, c'est un manga chinois, donc souvent les mangas chinois c'est du typique, avec des arts martiaux et des niveaux entre guillemets à atteindre, avec de l'essence spirituelle. Faut monter en niveau, on gagne de plus en plus de pouvoir, on peut ingérer entre guillemets des esprits qui
qui augmente notre force. Et la grosse force de Yann dans ce manga, c'est qu'il est lié à un alchimiste en fait, qui lui a fait perdre tous ses pouvoirs quand il était plus jeune, parce que forcément il s'est lié à son âme, donc il a dû prendre ses pouvoirs pour se régénérer en fait. Et maintenant en fait il l'aide à être d'autant plus fort que ce qu'il était avant et à évoluer beaucoup plus vite que ce qu'il aurait évolué sans lui. Donc c'est un duo qui est assez sympa parce que même si l'alchimiste est super fort, Yann ne parvient pas toujours à sauver tout le monde. Ça devient vraiment de plus en plus sanglant là depuis le tome 5, donc affaire à suivre, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite, petite déception, j'ai lu le premier tome de Le Fossoyeur chez Komiku. Alors le Fossoyeur, je l'ai pris parce que la couverture, parce que l'auteur, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je pense que le problème principal de ce titre, c'est qu'il est pas assez percutant. On va être en fait dans une construction scénaristique très classique. On va suivre Itsugi, un enfant qui fait partie d'une famille de fossoyeurs, notamment son père, et qui va être en admiration totale devant lui. Sauf qu'un jour il va se rendre compte que son père peut potentiellement lui aussi se transformer en ce qu'on appelle voilà, les possédés, et que c'est la dure loi des fossoyeurs, et s'ils n'ont pas ce qu'il faut au moment X pour se sauver, et bah ils se retrouvent à devenir voilà, des possédés et à devoir être chassés par des fossoyeurs. Et donc du coup ce sera Itsugi de devenir fossoyeur malgré ses traumatismes et malgré le fait qu'il ait quand même une haine envers ça maintenant. Sur le principe c'est sympa, mais en fait j'ai trouvé le récit très prévisible, très évident, pas forcément ultra captivant. Donc je laisse quand même une chance à la série évidemment, mais affaire à suivre. Ensuite le 11e tome de Todag. Alors vous savez mon amour pour Todag, hein, c'est devenu un de mes mangas préférés. Manhwa, mais vraiment même manga tout confondu. Et le tome 11, bah écoutez, je l'ai lu dès que je l'ai acheté et je suis déjà frustré de pas avoir la suite. Je vous montre quand même, mais sur les Todag on a toujours une petite jaquette réversible maintenant. Grosso modo on va suivre à la base Nieli, qui a parcouru le monde, qui connaît un peu tous les secrets du monde, la réincarnation, les arts martiaux à son paroxysme jusqu'au rang légendaire, etc. Sauf qu'il va décéder et se retrouver en fait dans le passé avant que sa ville ne soit détruite, avant qu'il perde ses êtres chers et avant que sa femme ne décède. Voilà. Et donc son but, c'est qu'avec toutes ses connaissances, c'est d'aider tout son entourage et même lui-même à évoluer beaucoup plus vite, à aider en fait Illustria, donc la ville, à prospérer et à faire en sorte de montrer, on va dire, au goût du jour toutes les personnes qui ont pu poser problème par la suite, qui ont abandonné la ville, etc. Et donc du coup on va suivre en fait son évolution, donc voir s'il va évoluer différemment, s'il va réussir en fait ce défi. Donc moi c'est une série honnêtement que je vous recommande. En plus bon, comme je le rappelle, c'est totalement en couleur. Ensuite on va passer du côté des éditeurs dont j'ai 2 tomes. Donc j'ai lu le premier tome de Lonely World, donc chez Kiun, qui grosso modo va s'apparenter un petit peu à Sommelier, l'esprit de la forêt, l'enfant et le maudit, ce genre de choses. Donc on va suivre grosso modo un enfant qui va se retrouver avec une créature qui va le protéger du monde qui l'entoure, qui est assez hostile évidemment. Donc on va suivre Shi en fait, qui est une jeune fille qui se réveille dans un monde avec que des golems autour d'elle et qui va se demander ce qu'elle fait là. Et en fait on va apprendre que l'humain a disparu entre guillemets depuis plus de 400 ans, que c'est la première humaine depuis cette période là, qui se fait poursuivre par un type de golem un peu particulier, style armé entre guillemets, sans qu'elle sache pourquoi. Et en fait il y a Bulb, donc un golem qui va lui porter secours, et lui c'est un golem entre guillemets de compagnie, donc qui avait un maître humain et qui devait lui dédier sa vie, et si jamais il a plus de but, donc son maître décède ou autre, il s'auto-détruit. Et en fait ce qu'il ne sait pas, c'est que son maître est un squelette depuis bien longtemps évidemment, puisqu'il n'y a pas eu d'humain depuis 400 ans. Et donc quand Shi en parle et qu'il découvre en fait qu'il n'a plus de but, il veut s'autodétruire, mais Shi l'en empêche et va lui dire grosso modo bah tu restes avec moi, tu me protèges et du coup je te donne un nouveau but. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils vont entamer un petit peu leur périple. Alors déjà je trouve que le chara design est fantastique, les golems je les trouve vraiment superbes, donc j'ai tout de suite accroché. C'est sûr que c'est pas ultra original, on a quand même quelques mystères qui se posent autour de cette situation. Pourquoi Shi s'est réveillé dans cet univers 400 ans après? On a déjà quelques réponses, mais qui mènent à d'autant plus d'interrogations à la fin du tome. Je pense que c'est pas une série qui va révolutionner entre guillemets le genre, mais c'est une série qui est agréable à suivre, qui a du sens, qui est fluide. Donc honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié. En plus l'effet de couverture est assez stylé. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop, mais en tout cas
cas c'est très agréable et la couverture est ultra propre, hein. Je pense que vous le voyez aisément. Et ensuite chez Kiun j'ai également lu, je pense que vous en doutez si vous me connaissez bien, Les Liens du Sang, tome 9. Moi Shuzo Oshimi, j'ai un amour pour cet auteur, enfin il est génialissime. Pour Les Liens du Sang, ce tome là ça part en steak. À la base je rappelle on suit Seiichi qui est un jeune garçon tout à fait banal, qui va à l'école, qui est amoureux en secret d'une fille, etc. Sauf que Seiko, sa maman, est très perturbée, le surprotège, mais je pense à un dédoublement de personnalité. Il y a quelque chose en tout cas qui pose souci, qui fait que des fois elle n'est pas du tout la même personne. Et un jour elle va pousser le cousin de Seiichi dans le vide en haut d'une montagne et il va énormément se blesser, aller à l'hôpital même s'il va survivre. On en est arrivé à un stade où elle a fini par admettre qu'elle avait fait. Je vais pas donner de détails, expliquer comment ça s'est passé, ce qui voilà. Mais là on en découvre énormément en fait sur Seiichi et on se rend compte de beaucoup de choses et c'est une claque. C'est le meilleur tome je pense de la série honnêtement. J'en suis bouche bée en fait, il est exceptionnel et c'est tout dans le ressenti, dans la torture des personnages. Ces personnages franchement, les pauvres, je les plains, à chaque fois je les plains. C'est comme ça. Et ce qui est génialissime avec Shuzo Oshimi que je dis souvent, mais c'est qu'il y a très peu de dialogue. Tout passe par les dessins. Tu comprends tout par les expressions des personnages, par la manière dont il découpe ses planches, comment il positionne ses cases, la façon dont il fait ses décors aussi. Enfin, c'est vraiment un ensemble et c'est génial en fait, c'est une pure tuerie et Les Liens du Sang confirment en fait la chose et j'ai hâte qu'on ait Okaeri Alice en France parce que c'est sa nouvelle série, il y a déjà 2 tomes je crois, donc peut-être pour 2022 ou 2023, je pense que les droits sont déjà acquis hein, honnêtement, donc j'ai hâte qu'on voit ça en France parce que Shuzo Oshimi c'est un très bon auteur. J'ai lu 2 tomes Shakata mais une seule série, c'est Moi aussi que c'est encore Maxa qui m'a conseillé, enfin je l'ai vu sur un site d'occasion, voilà. Et je lui ai demandé si c'était bien, il m'a dit que c'était très bien, donc j'ai franchi le pas. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce soit très bien. Moi aussi, grosso modo, ça va parler de harcèlement sexuel au travail, de Satsuki qui est intérimaire dans une entreprise, mais même en intérimaire, elle est très respectée, tout le monde l'apprécie, elle est formatrice, voilà, elle s'occupe des nouveaux, etc. C'est quelqu'un de très apprécié, sauf que son supérieur hiérarchique, un jour, du jour au lendemain, va commencer à lui faire des avances, à lui prendre la main après une soirée entre collègues, va être de plus en plus insistant à lui proposer de passer la nuit avec lui, lui toucher la cuisse, des choses qui peuvent être très traumatisantes. Et le problème c'est que pendant un moment elle se dit qu'elle est intérimaire, qu'elle ne peut pas réagir concrètement en tant qu'intérimaire, et donc en fait Moi aussi ça va raconter son combat et c'est tiré d'une histoire vraie, c'est ce qui rend le titre d'autant plus touchant. C'est son combat déjà pour elle, pour que son harcèlement sexuel soit considéré comme un accident de travail et aussi que bon forcément son agresseur soit puni évidemment, mais aussi pour pouvoir aider toutes les femmes qui sont dans la même situation, puisque bon évidemment les hommes peuvent le subir aussi, on va pas le dénigrer, mais c'est vrai qu'en majorité c'est quand même les femmes qui le subissent. Donc et du coup elle va être dans une association qui aide beaucoup les femmes en détresse, donc qui sont victimes de violences conjugales, ce genre de choses. Et donc c'est un titre qui est très poignant parce que c'est quand même un sujet malheureusement toujours d'actualité, alors que bon quand ça a commencé son procès etc, je crois que c'était avant 2006, je sais plus exactement, mais en tout cas avant. Pendant 10 ans, elle s'est battue et elle continue de se battre aujourd'hui. L'histoire en fait, cette histoire dans la vraie vie n'est pas terminée de ce que j'ai compris. Et donc c'est ultra touchant et c'est ultra percutant en fait de la suivre et de voir que se battre en fait finalement, c'est pas pour rien. Ça peut mener à de belles choses. Donc j'ai trouvé ça super chouette. En même temps j'étais hyper énervé quand je l'ai lu parce que son supérieur est vraiment exécrable et il fait que de la dénigrer et de dire qu'il a rien fait grosso modo et que c'était normal presque. Donc voilà, c'est vraiment des mentalités qui malheureusement perdurent encore aujourd'hui. Donc je trouve ça sympa en fait d'avoir des titres qui s'y penchent, surtout au Japon. C'est hyper plaisant d'avoir ce genre de titre qui s'émancipe et qu'en plus ce soit une histoire vraie quoi. Avec Danmachi Familia Chronicle épisode Ryu. Voilà, donc c'est un spin-off de Danmachi qui va se concentrer sur Ryu, qui est une demi-elfe ancienne aventurière qui était d'ailleurs totalement badass. Anna qui s'est fait enlever parce qu'en fait son père a perdu à des jeux d'argent et en fait on s'est rendu compte que c'est le gérant d'un casino qui la voulait depuis longtemps, qui a missionné d'autres personnes pour pouvoir la récupérer et donc c'est un mec qui montre qu'il a beaucoup de femmes etc, qui fait de l'abus, violence sexuelle, même si évidemment c'est Danmachi, on voit pas du tout de ça dedans, mais il y a des moments où ça insinue un petit peu ça. Donc Ryu va tout simplement reprendre un peu du service
pour aller dans ce casino et récupérer Anna et évidemment toutes les filles qui ont pu avoir ce souci là. Alors c'est pas un spin-off qui est terminé en 2 tomes, c'est un spin-off qui termine en 6 tomes je crois. C'est génialissime, honnêtement ces 2 premiers tomes étaient super, ça nous change un peu de Danmachi qui est très porté RPG. Voilà, ça pourrait être totalement dans un autre univers que ça me choquerait pas du tout. Donc c'est plaisant, mais en même temps on voit quand même Belle, on voit Seal, donc des personnages de la série principale, donc quand même voilà, c'est assez chouette. J'aime bien quand il y a des cross manga comme ça, c'est assez chouette. Mais j'espère que cette histoire de casino sera, on va dire, sur 3 tomes, donc avec le 3e tome, mais pas sur 6. Si cette histoire est sur 6, ça va être très chiant je pense, sauf si c'est vraiment habilement mené. Mais si on peut avoir pourquoi pas une autre histoire avec Ryu, ça me ferait extrêmement plaisir. Même si c'est la suite du casino, je sais pas, le gérant qui veut se venger d'une certaine manière, mais là où on en est dans le 2e tome, je vais pas spoiler, mais si ça traîne en longueur jusqu'au tome 6, ça pourrait être un peu chiant. Voilà, mais sinon c'est honnêtement pour l'instant c'est très bien. Et j'ai également lu la première sortie webtoon des éditions Ototo, qui n'est autre que Tower of God. On m'avait prévenu que les dessins au début étaient un petit peu, il y en a qui m'ont dit que c'était carrément moche, donc finalement j'ai pas trouvé ça si mal, parce que quand on me dit que c'est vraiment moche et qu'en fait c'est correct, forcément t'es content. Ça évolue par la suite, forcément les débuts de série, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, grosso modo, Tower of God, en fait c'est super bien. Je pensais pas que j'accrocherais autant. On va suivre Bam en fait, qui est très amie avec Rachel en fait, qui lui a tout donné, qui lui a tout appris, et c'est grâce à elle qu'il se sent vivant. Sauf qu'elle a été choisie en tant qu'élue pour monter dans la Tower of God, donc tour de Dieu, vous vous en doutez. Et lui, ça va être un non élu, mais il va quand même faire en sorte de monter dans la tour pour pouvoir la chercher. Sauf que les gens comme lui qui n'ont pas été élus sont un peu traités comme des moins que rien. Ce qu'il va faire, c'est que il va devoir passer des tests, etc., qui vont être assez compliqués, mais il va être aidé étrangement par certaines personnes. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Je rentrerai pas dans les théories parce que ça pourrait spoiler la suite et j'ai pas envie, mais en fait ce tome 1, tout est fait pour qu'on accroche et qu'on ait envie de lire la suite. Et c'est vrai que moi du coup franchement j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que le scénario en fait était super bien foutu pour l'instant. Il y avait suffisamment, mais vraiment j'ai trouvé ça dans l'ensemble super chouette. En plus, si vous voulez découvrir l'œuvre, il y a aussi l'anime sur Crunchyroll qui apparemment est assez quali. Donc pour moi c'est une très bonne découverte et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite on va avoir 11 tomes de Citrus. Voilà. Citrus, alors bon, ceux qui me connaissent depuis très longtemps, depuis plusieurs années, Citrus c'est un de mes mangas préférés, c'est mon Yuri préféré évidemment, c'est une série qui me prend au trip à chaque fois que je la lis et que j'adore, que je surkiffe. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, ça m'a piqué, je me suis dit j'ai envie de les relire. Donc j'ai relu les 10 tomes de la série principale et j'ai lu aussi Citrus Plus tome 1 que je n'avais pas lu. Du coup, je les ai lus comme ça, je me suis dit pour le tome 2 qui sort je crois en septembre, je suis rodé. Citrus, grosso modo, ça va nous raconter l'histoire de Yuzu et Mei qui deviennent sœurs entre guillemets après l'union de la mère de Yuzu et du père de Mei. Voilà, sauf que Mei elle est présidente du BDE au lycée, alors que Yuzu c'est quelqu'un assez ouverte, qui va pas mettre son uniforme correctement, qui s'éteint les cheveux, etc. Tout les oppose. Sauf que le premier soir, en fait, Yuzu a remarqué Mei en train d'embrasser un de ses professeurs, qui au final était son fiancé. Voilà, parce que quand on est présidente du BDE et que ton grand-père est directeur de l'école et que ton père a fui ses responsabilités, c'est Mei en fait qui va devoir épouser quelqu'un pour qu'il devienne directeur de l'école. C'est voilà, c'est fait de manière un peu vieux jeu. Et du coup, Yuzu va lui refaire la marque le soir. Oui, je t'ai vu embrasser le prof. Est-ce que t'as aimé machin? Mais genre, elle l'a provoqué un peu. Et en fait, Mei va se mettre à l'embrasser. Tout va se passer là-dessus. Yuzu va développer des sentiments pour Mei et va pas comprendre en fait la personnalité de Mei, pourquoi elle réagit comme ça, etc. Et donc elles vont avoir une relation qui est assez bizarre parce que Mei au départ elle va un peu la dénigrer, elle va considérer qu'elles sont pas du tout pareilles et au final Yuzu devient très amoureuse de Mei. C'est vraiment une histoire de romance qui est exceptionnelle et qui jusqu'au bout va te prendre au trip. Et je pense que le meilleur tome c'est le 9, c'est le plus bouleversant, qui remet tout en question parce que les obligations de Mei reviennent sur le tapis, etc. Mais bon, ça c'était logique, on le savait dès le tome 1. C'est une très bonne série. Citrus c'est vraiment une très bonne série. L'autrice c'est génial, donc c'est ce que j'apprécie dans Citrus et c'est vraiment une très bonne série si vous avez envie de découvrir. Ensuite on va passer du côté de
Mangetsu. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai lu le Mandala de Feu qui est un one shot exceptionnel. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Mais le Mandala de Feu, grosso modo, c'est l'histoire de Hasegawa, un peintre qui a vraiment existé au Japon. Il y a un incendie dans le château de Kanonji et dans ce château il y a une œuvre du fameux peintre dont il voulait être apprenti, et c'est apparemment son ultime œuvre. Donc il se dit qu'il doit absolument la voir avant qu'elle crame, et donc il arrive à s'infiltrer dans le château, et quand il voit cette œuvre, en fait il a une révélation, et il se rend compte que toute sa vision de la peinture n'était pas forcément véridique, et donc il va changer sa façon de penser et faire les choses autrement. Et donc on va suivre en fait son évolution, à quel point il a sacrifié sa vie pour la peinture. C'est une histoire qui est très prenante, qui est très touchante et qui a un côté artistique très poussé. C'est vraiment un très très bon one shot. Ils ont fait fort sur ce coup là. J'ai les 2 premiers tomes de Shiolulan avec, vous le voyez certainement, un petit effet de métal, voilà, métal métallique rouge. Alors c'est un effet de fabrication qui coûte assez cher, mais je crois qu'ils ont voulu mettre le paquet sur cette série. Shiolulan, grosso modo, c'est un manga historique qui va se baser sur pareil, une histoire vraie, une période entre guillemets d'histoire vraie, donc comme le Mandala de Feu, qui va être bien plus long et bien parce qu'il y a déjà 30 tomes au Japon. Je vous laisse imaginer. C'est pas du tout pareil. Donc on replonge au 19e siècle à l'ère Edo. On va suivre Hijikata, il y a 24 ans, et qui va de dojo en dojo pour essayer de battre tous les samouraïs qui croisent sa route. En fait, lui, il vend des remèdes. Et donc son but, ça va être de déjà s'entraîner, donc en battant des samouraïs, et en plus, après, il peut leur vendre ses remèdes. Donc il fait d'une pierre deux coups. Et donc c'est un personnage très shonen, parce qu'à la base, je rappelle, Shiolulan, c'est un manga seinen au Japon, alors qu'en France, on a fait le choix de le mettre en shonen, et je pense que c'est une très bonne chose. C'est vraiment un manga qui est super bien fait, et j'ai hâte de découvrir sur le long cours, parce que il y a des cliffhangers à la fin à chaque fois qui sont exceptionnels. Ensuite, pareil, 2 mangas du côté, mais 4 tomes du côté de Pika. J'ai lu le 2e tome de The Fable, donc qui est un furio, mais un peu spécial, parce qu'on va suivre Fable en fait, qui est exceptionnel, hein. Il tue ses victimes en moins de 6 secondes, enfin c'est en une balle, il arrive même à tuer 2 victimes en une balle, donc il est tueur à gage. Sauf que il va devoir se retirer pour un moment parce qu'il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de victimes, donc on va lui dire de se retirer pendant 1 an et de mener une vie ordinaire, mais qui ne va pas être si ordinaire que ça, parce que il est accueilli dans un clan, sauf que certains sous-fifres du clan qui ne savent pas qui c'est, parce qu'ils ont pas eu le droit d'avoir de détails, vont essayer de le jauger parce qu'ils comprennent pas pourquoi un mec lambda viendrait chez eux, quoi. Et donc en fait ils vont essayer de le démasquer, et c'est ça que j'ai trouvé assez qui est intéressant en fait, parce que on va quand même avoir ce côté un petit peu action, même si il y a beaucoup de tranches de vie, des trucs du quotidien, etc. Ça reste un personnage qui doit faire en sorte de pas montrer sa force, de pas montrer à quel point il est puissant, donc c'est voilà, donc c'est assez exceptionnel. Franchement j'aime beaucoup, je crois que c'est terminé en 22 tomes et il y a une suite, donc honnêtement j'ai hâte de découvrir la suite, mais c'est vraiment sympa. Et ensuite j'ai lu, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, donc pareil on va pas trop en parler, les 3 premiers tomes de Kaguya-sama Love is War. On va suivre Shinomiya et Shiolugane. Shiolugane c'est le président et Shinomiya c'est la vice-présidente, qui du BDE évidemment, hein, qui sont lycéens, et en fait grosso modo le manga ça va être leur lutte pour forcer l'autre à déclarer ses sentiments. Voilà, donc au début ils ont même pas ce sentiment pour l'un pour l'autre, mais on se rend compte que petit à petit, à force de vouloir forcer l'autre, ils passent tellement de temps ensemble qu'ils développent tous les deux, mais leur fierté ne leur permet pas de le faire correctement. Maintenant l'humour fait mouche, donc je suis très content, c'est pour moi une bonne lecture. Après c'est sûr que si on s'arrête au tome 1, je sais pas si on peut si on peut continuer la série. Il y a un anime aussi, donc je m'y pencherai peut-être. On va passer à l'éditeur dont j'ai le plus lu ce mois-ci. J'ai reçu et lu Bucket List of the Dead, qui est un manga zombie, donc moi déjà les zombies j'adore, mais un petit peu atypique parce qu'il va y avoir 2 teams, Akira d'un côté et Shizuka de l'autre. Akira c'est un employé de bureau qui était super content d'entrer dans l'entreprise qu'il voulait, et qui se rend compte qu'au final il passe ses nuits là-bas, il fait des nuits blanches, il travaille en surmenage total pendant 3 ans il me semble, et il en peut plus, il est au bout de sa vie à souhaiter que ça change, et pouf, apocalypse zombie, et lui il vit sa meilleure vie. Il fait vraiment le max de trucs pour se faire plaisir, et il a une liste qui s'appelle liste des choses à faire avant de devenir un zombie. Et de l'autre côté, Shizuka, c'est une femme qui, on n'a pas trop de détails sur son passé, mais qui va beaucoup s'entraîner, qui va beaucoup bosser sa musculature, etc. Et elle,
sa liste, c'est nombre de choses à faire pour ne pas devenir un zombie. Donc ils n'ont pas du tout le même état d'esprit. Akira se dit, de toute façon il va devenir un zombie un jour, donc autant qu'il profite de la vie, alors que Shizuka, elle, son but c'est de pas devenir un zombie. Donc on a deux teams, voilà, deux teams totalement différentes qui s'opposent dans ce premier tome. Honnêtement, c'est une lecture assez barrée, mais que je trouve très prenante. Déjà les dessins, ça m'a choqué, mais ils sont assez fluides, ils sont assez détaillés et un petit peu plus brouillon pour les zombies, mais c'est fait exprès, ça augmente un petit peu l'aspect horrifique. J'ai trouvé ça super sympa, et le fait qu'il y ait deux teams, qu'il va y avoir une opposition, mais potentiellement qui vont devoir s'allier à un moment ou à un autre, je trouve que c'est assez plaisant, c'est assez original. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Et dans le kit presse, alors je peux pas vous montrer maintenant parce que je les utilise et du coup ils sont au niveau de mon bureau, mais on avait, je crois aussi qu'on peut l'avoir en librairie, un espèce de petit calepin avec des listes, en fait, des post-it entre guillemets, avec des listes ou de 30 choses qu'on peut noter, et donc on peut noter ce qu'on veut. Et moi je suis quelqu'un qui essaie de fonctionner aux listes pour penser à tout, donc ça m'aide beaucoup. Voilà. Mais en tout cas c'est franchement un très bon manga zombie, et donc si vous n'avez pas tenté le pas, et que vous aimez le monde zombie en plus, allez-y. Alors j'ai que le premier tome en format papier, mais j'ai lu le reste via les services presse numériques de Kana. Cigarette and Cherry, donc qui fait partie de la collection Life. Alors je vous avais dit que la collection Life de Kana, j'adorais, et donc c'est exactement pour ça que j'ai pris ce tome 1 d'occasion, et que du coup je cherche la suite d'occasion, et que j'ai lu le reste en ligne. Parce que je me suis dit, en fait, si je trouve la collection Life aussi bien, autant tenter les titres que je n'avais pas encore tenté. Et Cigarette and Cherry, c'est génial. Franchement, j'ai lu les 5 tomes d'affilée parce que j'étais au bout de ma vie, je pouvais pas m'arrêter alors que je jouais à un jeu vidéo. Je faisais exprès, dès que j'avais une pause dans le jeu, je lisais, j'en pouvais plus, je mettais l'écran à côté, je lisais une page de temps en temps pendant que je jouais. Enfin, c'était vraiment drôle. On va suivre un mec, genre la tête brûlée par excellence, parce qu'il n'y a pas de nom en fait dans ce manga. Pour l'instant en tout cas, il n'y a pas les noms. En fait, il arrive à l'université après être allé dans un lycée pour garçons, et donc son but ça va être de pécho une fille. Et donc pour ça il a plein de techniques, notamment faire semblant qu'il fume, et donc il va près d'une fumeuse et il lui dit ouais t'as pas un briquet, sauf qu'il va allumer la cigarette du mauvais côté. Et donc en fait le manga va se baser sur le fait qu'il va malgré lui s'attacher à cette fille qui est quand même très froide en apparence et qui le malmène un petit peu. Il va tenter de se rapprocher d'elle, d'en apprendre un petit peu plus sur elle, etc. Et c'est un manga déjà qui est très réaliste, enfin, je veux dire, pour moi leur histoire, la façon dont ça se développe, même des autres personnages, voilà, peu importe, de tous les personnages, c'est très fluide et c'est cohérent, c'est logique, donc c'est quelque chose que j'apprécie fortement. En plus de ça, comme je le dis souvent, j'aime pas trop les bad boys en mode qui aiment bien châtie bien, donc j'aime bien quand le mec est très, et la fille hein, d'ailleurs, mais c'est souvent les mecs dans les shoujo qui posent souci, donc quand le mec il est un peu très gentil, qui cherche vraiment à apporter à l'autre personne et qui est pas complètement égocentrique, donc c'est une série qui est génialissime là-dessus, qui est très juste et qui est très addictive aussi. Là j'en peux plus en fait, il me faut le tome 6 hein, concrètement, donc j'ai hâte qu'il sorte. J'ai lu, vous le voyez, je me suis grillé, Nijigahara Holographe, donc la première histoire longue d'Inyo Asano qui est sortie du coup au mois de juin, et honnêtement c'est génial. On va suivre la plaine de Nijigahara qui apparemment aurait un esprit qui hante cette zone. C'est une œuvre, honnêtement, même si je vous racontais le scénario, il faut le lire en fait. Raconter le scénario dans ce genre de titre, ça n'a pas trop de sens, parce qu'en fait si je vous raconte globalement ce qui se passe, vous allez trouver ça très bateau, très classique, parce que c'est fait de cette manière, c'est imaginé de cette manière, donc ça paraît logique. Mais il en est tout autre. En vérité, cette œuvre est dans la subtilité, dans le détail, dans le ressenti, dans l'interprétation, c'est génialissime. Au départ, pendant 2 chapitres, j'étais complètement paumé entre les personnages, les histoires, les liens, les machins, je comprenais pas trop. Et en fait, petit à petit, tout prend sens. Petit à petit, l'auteur nous montre plus en détail les choses et on comprend qui se passe. Et c'est génial, c'est unique, c'est atypique, c'est imprévisible, c'est génialissime. C'est vraiment super bien fait et c'est immersif. Honnêtement, quand j'ai fini le tome, je me suis dit vraiment genre waouh. Et c'est très cru, ça n'hésite pas à faire les choses quand il le faut. C'est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu The Kingdoms of Ruin, je crois qu'il y a aussi une nouveauté de juin. Alors Kingdoms of Ruin,
j'avais vu des avis en fait sur Note-Légion parce que je regardais le nombre de tomes qui étaient sortis au Japon. Et les avis en commentaire, c'était qu'ils comprenaient déjà pas pourquoi cette série n'était pas sortie et que c'était pas une série qui cherchait à faire du positif, qui était genre de l'aventure mais sans souci. Et finalement, c'est pas du tout ça. Et donc, ça va parler concrètement de la chasse aux sorcières. Les sorcières qui aidaient beaucoup les humains, elles ont été choisies par Dieu pour aider les humains dans leurs tâches, etc. Et en fait, les humains un jour se sont dit que non, ils ne voulaient plus des sorcières, que c'était hors de question qu'ils vivent avec elles parce qu'elles pourraient apparemment se retourner contre eux un jour. Et donc en fait, on va suivre Adonis qui est un jeune humain qui a été formé par Chloé, une sorcière, donc à la magie, même si il a besoin d'une certaine plume en fait pour écrire des formules pour que sa magie opère, contrairement à une sorcière qui peut faire émaner la magie d'elle. Et en fait, cette fameuse Chloé est traquée par les humains. Et donc le but de notre héros, ça va être déjà dans un premier temps de la protéger et de faire payer aux humains cette chasse aux sorcières, de les détruire un par un. Il a tellement de haine qu'il met tout le monde en fait dans le même panier. Donc c'est un titre qui est très intéressant. Les sorcières sont censées avoir disparu quasi totalement, mais bon, visiblement il y a des exceptions. Et donc c'est ça qui va faire l'intérêt aussi du titre. C'est un mélange en fait, il y a pas mal, c'est ce qu'ils disent derrière d'ailleurs, c'est assez logique, technologie et magie principalement. Et c'est vrai, c'est que on va avoir le monde des humains, donc la technologie qui a évolué, etc., qui s'oppose à la magie. C'est quand même une critique de société, comme d'habitude. De toute façon, voilà, l'humain, ce qu'il ne connaît pas ou ce qui est plus fort que lui fait peur. Donc il le dénigre assez facilement. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes parus de Mission Yozakura Family. Au début, je savais pas trop quoi en penser. Avant de le lire, hein, évidemment, j'hésitais un petit peu à le lire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en même temps, que normalement le tome 1 aurait déjà dû être lu depuis un moment. Mais j'ai lu ces deux tomes en même temps parce que quand j'ai lu le tome 1, en fait, j'ai pas pu m'arrêter. On va suivre Asano qui est un lycéen qui a très peur des gens, qui a du mal à parler, qui bafouille, sauf avec son ami d'enfance Yozakura, qui fait partie du coup il y a de la Yozakura Family. Et en fait, il va apprendre que la Yozakura Family, c'est une famille d'espions complètement barrés qui ont des pouvoirs et qui mettent des pièges dans leur maison, enfin complètement what the fuck, et que le grand frère de Yozakura veut éclater la gueule à Asano. Et donc du coup, pour éviter ça, Yozakura va se marier avec Asano parce qu'en fait, vu qu'ils sont mariés, il y a une de leurs règles, c'est qu'ils peuvent pas toucher à la famille. Donc il va pouvoir survivre. Sauf que en vivant dans une famille pareille, il va devoir s'améliorer, il va devoir faire en sorte d'avoir un peu des capacités d'espionnage et des capacités physiques pour mériter aussi sa femme, parce que bon, il est quand même amoureux d'elle évidemment. Donc c'est un shonen, hein, concrètement, c'est un shonen qui fait très neketsu, voilà, avec des personnages qui s'y opposent, avec le héros qui doit évoluer alors que de base il a rien pour lui. On va être vraiment dans une neketsu assez classique, mais dans l'univers, donc l'univers de l'espionnage, la façon dont c'est construit, etc., ça va différer du coup un petit peu parce qu'on n'est pas dans un univers où par exemple c'est de la magie ou une autre forme style Shinigami dans Bleach. Je dis ça parce que je suis en train de regarder Bleach en ce moment. D'ailleurs, j'avais jamais regardé de ma vie et c'est génialissime. Enfin bon, bref, on s'en fout. Du coup, vu que sur le thème ça change, c'est un peu une bouffée d'air frais, donc je suis très content d'avoir démarré la série et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Kowloon par l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, de Après la pluie, qui est une série fantastique en 10 tomes. Et Kowloon, c'est un peu sur la même tranche. En fait, Kowloon, c'est un quartier un peu défavorisé et d'après les gens, c'est la nostalgie qui prime, c'est-à-dire que les nouveaux magasins qui essaient d'ouvrir font faillite alors que les anciens qui sont déjà là fonctionnent très bien, même quand les nouveaux sont pleins de bonne volonté et sont bien meilleurs. Parce que c'est un quartier de nostalgie, c'est une ville de nostalgie, c'est vraiment un endroit où les gens aiment être, même si c'est un quartier un petit peu défavorisé. On va suivre Kujirai qui travaille dans une entreprise d'immobilier avec Kudo notamment. Au début, c'est un personnage qui est aigre, qu'elle ne supporte pas. Et au final, elle va se rendre compte qu'elle développe des sentiments pour lui, mais qu'il y a une ambiance bizarre entre eux, qu'il est tantôt proche, tantôt éloigné. Et on va comprendre, même si on n'a pas les détails à la fin du tome, pourquoi. Je peux pas rentrer plus dans les détails sur cette histoire, sinon je vous spoil, mais un gros spoil monumental. Et en fait, là, sans le tome 2, c'est dur quoi. Celui-là, il est sorti en mai. Heureusement que je l'ai acheté qu'en juin, parce que il sort qu'en septembre, le tome 2. C'est une horreur d'attendre en fait. C'est vraiment une horreur. Et je l'ai lu, j'étais là, non, il faut la suite. Donc je suis très déprimé et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, on va passer à un gros bébé. Les 16 tomes de Dear Good Ending. Donc, qui est une série de Kei Sasuga, un auteur que j'apprécie beaucoup, enfin une autrice, pardon.
qui est l'autrice de Love X Dilemma dont je vous ai déjà parlé, que je trouve fantastique. Et en fait, J'ai eu Good Ending, ça va être honnêtement dans la même trempe. Hein. On va suivre Utsumi qui est amoureux depuis longtemps d'une fille qui fait partie du club de tennis qui s'appelle Sho. Voilà, et donc il va rencontrer Kurokawa en fait, qu'il le voit en train de stalk le club de tennis, et donc elle va comprendre qu'il est amoureux de Sho, et donc elle va faire en sorte de l'inscrire au club de tennis pour qu'il puisse se rapprocher d'elle. Voilà, grosso modo c'est ça l'histoire, sauf qu'au final Sho est déjà amoureuse de Kento, et Kento qui vient de se faire larguer par sa meuf va revenir un peu vers Sho, et donc ils vont finir par sortir ensemble. Et donc du coup Utsumi va vivre un peu une dépression, hein, il va être très triste, et il va finir par se rapprocher de Kurokawa et tomber amoureux d'elle sans savoir si c'est réciproque. Donc grosso modo c'est ça le speech de base, mais c'est du Keisasuga. Donc tu sais jamais comment ça peut finir. Il peut te faire un truc à la fin genre en queue de poisson où il finit avec une personne voilà, que tu n'avais jamais vue. Et c'est ça qui est très stressant et qui est addictif. Et puis je sais pas comment il fait pour faire du tranche de vie aussi bon sur autant de tomes et que ce soit à aucun moment lassant. Les 16 tomes je les ai enchaînés sur 3 jours et encore j'ai essayé de me restreindre. Je lis rarement autant aussi vite. C'est comme les citrus en fait, vous voyez c'est un peu au même niveau. Et Keisasuga c'est une autrice qui est exceptionnelle, qui fait des œuvres géniales. J'ai eu Good Ending c'est terminé en 16 tomes. Love X Dilemma c'est terminé au Japon en 28 tomes, même si on n'a pas encore la fin de la série. Donc sa prochaine série, quand est-ce qu'elle arrive? Apparemment elle a travaillé sur un projet, mais là je veux des tomes là. Déjà j'attends la suite de Love X Dilemma, qui c'est très long parce que apparemment en France c'est pas une série qui marche énormément et je comprends pas pourquoi, parce que bon, c'est génial. Mais du coup on n'a pas beaucoup de tomes même si la série est terminée, donc c'est assez frustrant, donc j'ai hâte que ça se termine. Mais en tout cas J'ai eu Good Ending ouais, c'est exceptionnel quoi. Enfin honnêtement. Et le dernier tome des éditions Kana, c'est Death Note Short Stories, donc grosso modo 5 histoires courtes, dont deux je crois très courtes dans l'univers de Death Note. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait c'est des histoires courtes, donc si je vous en parle je vous spoil, mais si vous voulez vraiment voir un petit peu mon avis sur les différentes histoires, je vous conseille d'aller dans la description sur toutes mes chroniques écrites, et dans mes chroniques écrites vous devriez tomber dessus. Voilà, donc c'est dans l'univers Death Note forcément. Pour ceux qui auraient lu la série principale, c'est un bon complément, ça permet de savoir notamment ce qui s'est passé un petit peu après, ce qui est devenu Ryuk, ce genre de choses, donc c'est assez sympathique. Et on a aussi quelques anecdotes sur elle, donc qui voilà, sur son quotidien etc. Je vais pas aller dans le détail sinon j'ai spoil la série principale, donc c'est sympa, c'est un bon complément honnêtement à l'histoire principale. C'est pas je pense à lire si on n'a pas lu Death Note, ça sert pas à grand chose, mais pour ceux qui connaîtraient, qui sont à fond, c'est un bon complément. Et ensuite on va finir par Soleil Manga et Delcourt Tonkam. Alors Soleil Manga je vais vous montrer tout d'abord, mais il manque un tome parce que je suis en train de le chroniquer. Les tomes 8 à 11 du coup, même si c'est le disque dernier que j'ai là ici, de This Teacher Is Mine. Donc je l'avais pas lu depuis longtemps, This Teacher Is Mine, je les avais même plus, je crois que je les avais revendus. Et en fait j'ai eu envie de les lire la suite, donc à partir du tome 8, donc du coup j'ai récupéré et j'ai pris le tome 11 sur Sanctuary pour le chroniquer, ça je vous en ai déjà parlé. Donc This Teacher Is Mine, ça fait partie de ces shoujo classiques lycéens que j'apprécie parce que, comme j'expliquais, le personnage principal c'est pas un bad boy, c'est un personnage qui est chouette, c'est un personnage qui est bienveillant, c'est un personnage qui est agréable. Et donc on va suivre l'histoire de Furuya et Anne, donc Furuya qui est professeur et Anne qui est élève lycéenne évidemment. Et donc elle tombe en fait désespérément amoureuse de son professeur, donc il la rejette au départ, mais très vite il va lui dire bah d'accord, on peut essayer de sortir ensemble mais tu verras que tu te lasseras. Sauf qu'au final ça se passe pas du tout comme ça, ils s'attachent beaucoup l'un à l'autre. C'est une série qui est terminée en 12 tomes, donc jusqu'au tome 11 on est bientôt à la fin, il reste qu'un tome. Et c'est bienveillant, ils doivent faire face à des obstacles qui potentiellement pourront détruire leur histoire, je dirais pas si c'est le cas ou pas. Et même si honnêtement classique, il y a quand même une forme de maturité dans le récit, et c'est bienveillant en fait, c'est doux, c'est agréable, ça fait passer un bon moment. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Et si vous aimez les shoujo classiques mais vous en avez marre des persos très mauvais, c'est vraiment sympa. Et on voit là depuis le tome 10-11 qu'on commence à voir un peu comment ça peut se passer par la suite aussi pour les autres personnages. Forcément ça se concentre pas sur notre couple, il y a d'autres personnages, et donc voir comment eux ils vont évoluer et est-ce qu'ils vont avoir le droit de trouver l'amour aussi. Donc dernier tome des éditions Soleil Manga, Raw Hero.
par l'auteur de Prison School. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, sans regarder ce que c'était. Alors quand on m'en a parlé en fait avant que je le lise, et ça m'a fait un peu peur et je me suis dit mais je vais pas aimer, c'est pas possible. De ce que j'ai compris, c'était très limite. C'est en fait effectivement quand tu ouvres le tome, il y a un moment où il y a un personnage qui suce une trompe d'éléphant évidemment, mais tu vois bien que c'est fait pour que ça donne l'impression que c'est autre chose, donc c'est pour public averti, hein. Concrètement c'est pas pour tout public du tout, mais ça va être un peu à la Prison School, ça va être un univers un peu très Aichi, qui a un humour très particulier, très unique. Il y a que cet auteur hein, qui sait faire ça. Et le speech de base, c'est qu'on va suivre Chiaki, qui est un mec qui est au chômage, grosso modo, et qui se rend à un entretien d'embauche et croise quelqu'un qui apparemment travaille pour le gouvernement et qui est en train de toucher une fille dans le métro. Donc il se dit, si j'aide la fille, je vais arriver en retard à mon entretien, mais il décide quand même de l'aider. Et au final, il se rend compte qu'en fait, ils sont en couple et que c'est juste un jeu entre eux, donc il a perdu son temps. Et donc du coup, il lui dit que ça sert à rien que Chiaki vienne à l'entretien. Et donc ce mec propose un taf à Chiaki d'être infiltré entre guillemets pour eux à la SALF, qui apparemment est contre le gouvernement, et donc il lui donne une mallette en fait avec une tenue pour aller à l'entretien, sauf qu'il s'est trompé de mallette et il lui a donné une mallette d'un cosplay en femme assez osé, avec une histoire bien à faire pleurer tout le monde. Et donc l'intérêt va se poser là-dessus, c'est que Chiaki du coup en tant qu'infiltré va devoir être infiltré en tant que femme et vivre une vie dangereuse, mais pouvoir subvenir aux besoins de ses deux petits frères. C'est pour ça qu'il a accepté ce travail. Sur le scénario, j'ai trouvé ça super plaisant. Se termine en 6 tomes, ça peut être bien fait. Après, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. C'est très particulier. Ensuite, grosse déception, le dernier tome de Sacrificial Votes. Du coup, je vais pas revenir trop dessus, mais grosso modo, ils ont décidé de faire une deuxième partie au manga en fait, un deuxième jeu un petit peu plus tard, soi-disant parce que ça expliquerait des choses par rapport au premier jeu, donc c'était essentiel. Et au final, ça n'explique en plus rien du tout, et en plus, ça n'a aucun sens. La façon dont ça a été fait, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de logique, et il y a aucune explication sur comment ils ont pu connaître le Sacrificial Vote qui existait déjà, parce que c'était pas du tout au même endroit, etc. Donc vraiment une déception. C'est rallonger une série pour rallonger une série, ça m'a énormément déçu. Je suis très énervé parce que le début de la série était super, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite j'ai lu, et alors je prends des pincettes, sans expérience tome 1 et 2. C'est très stéréotypé, c'est très femme à la cuisine qui attend son mari, qui travaille, c'est très machiste, c'est du machisme involontaire, mais c'est du machisme quand même, donc c'est très cliché. Mais Kiyoshi, le personnage principal, tombe amoureux de Sumi en fait, qui elle est encore au lycée, et donc il va finir par aller la voir et la demander en mariage alors qu'il la connaît pas. Et étrangement, elle accepte. Et en fait, on se rend compte que dans le tome 1, que finalement, elle le connaît, mais elle va pas, bon évidemment, elle va pas lui dire. Mais ce qui est bien en fait, c'est que déjà, même si bon, c'est vrai que c'est un côté très machiste, mais Kiyoshi, c'est un personnage très bienveillant, très doux, un petit peu nounours, donc c'est pas le but en fait. Lui, il veut juste, concrètement, il veut juste apporter un maximum de stabilité à sa femme, pour ça qu'il travaille. Il l'empêcherait pas de travailler si elle le souhaitait. Donc c'est un souhait de sa part, donc c'est pour ça que c'est voilà, que c'est assez positif. Et en fait, très vite, on va avoir une ellipse, une quasi-ellipse, on va dire, d'un an, pour aller jusqu'au mariage, et donc quand elle est majeure. Et on va se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, que c'est très compliqué, parce qu'ils se sont à peine tenus la main, donc ils se sont jamais embrassés, etc. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très attendrissant. J'ai trouvé qu'ils faisaient un très beau couple, même si évidemment, est-ce qu'il y aura des sentiments ou non, ça c'est compliqué, parce qu'à la base elle a accepté sans sentiments. On sent qu'ils ont la volonté d'évoluer ensemble, même si dans le tome 2 il y a quelqu'un qui essaie de s'immiscer un petit peu, qui était amoureux de Sumi quand il était plus jeune, il est toujours amoureux d'elle et il estime qu'il est le seul qui pourra la rendre heureuse. Donc c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, que c'est très, voilà, qu'il est très bienveillant, et qu'ils sont mignons en fait. C'est mignon parce qu'ils sont très innocents. Ça me change un peu de mes lectures habituelles, où je dis mes lectures habituelles, tu sais, comme si je lisais du Eiichi à tout va, mais pas du tout, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu juste après La déchéance d'un homme de Junji Ito. J'adore Junji Ito, j'adore La déchéance d'un homme, mais qu'est-ce que c'est malsain. C'est vraiment un maître, hein. Il te fait des trucs mais que tu verrais absolument pas ailleurs. On va suivre Oba en fait, qui est un jeune garçon qui se fait abuser en fait par les servants, etc. de sa maison. Donc très jeune en fait, on lui dit que le sexe c'est quelque chose qui est banalisé, et du coup toute sa vie il va coucher avec beaucoup de femmes sans vraiment trouver de réconfort. Et il va vivre, voilà, une vie un petit peu de débauche. Il va arrêter l'université, il va se lancer dans le
marxisme également, dans un espèce de gang entre guillemets qui essaie de démocratiser le marxisme. Donc même si lui même n'y croit pas à la base, hein, c'est juste pour être un peu en travers de la société, si je puis dire. Donc c'est hyper dur en fait de décrire un titre de Junji Ito parce que il a tellement une particularité, il est tellement unique et il fait le domaine de l'horreur de sa manière. C'est très difficile à décrire, mais globalement c'est un titre qui banalise l'horreur, qui banalise les meurtres, qui banalise les obsessions. C'est un titre qui va jouer beaucoup sur la démonstration graphique, voilà, avec des planches assez dégueulasses. Le fait que souvent il fait ses personnages sans pupille aussi, ce qui augmente l'effet un petit peu horrifique. C'est vraiment passionnant en fait. C'est difficile de décrocher quand on lit du Junji Ito. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est une série, donc c'est pas encore terminé. Je me suis pas du tout renseigné sur la finalité au Japon, si c'est terminé ou pas, mais vous le saurez vous de toute façon puisque vous avez la barre. Et c'est un personnage en fait qui toute sa vie va faire semblant. Ça aussi qui est bien, c'est que plus jeune il faisait le clown de la classe, alors qu'en fait grosso modo c'était pas du tout le cas au fond. Et donc il a un masque en fait et il a peur des gens qui peuvent découvrir ça. C'est un personnage qui flippe beaucoup. Donc je pense que quand tu lis du Junji Ito, faut se dire que tu vas lire du Junji Ito et juste t'es dans ton truc, t'es à fond avec lui et c'est ça qui va faire le plaisir de lecture. On va passer du côté de la collection Moonlight de Delcourt Tonkam, voilà, pour continuer un petit peu avec L'île aux escaliers, donc nouveauté de juin, qui grosso modo nous plonge sur une île où les gens qui y viennent ont malheureusement perdu leurs souvenirs, on va dire, soit des derniers jours, des dernières semaines ou des derniers mois, et ils ne comprennent pas ce qu'ils font sur cette île. Et on leur dit que s'ils retrouvent ce qu'ils ont perdu, ils pourront partir de l'île. Et il y a des bateaux qui apparemment ramènent des provisions, mais quand on essaie d'aller sur le bateau, on revient au point de départ. Très étrange. Et apparemment, il y a un escalier qui monte tout en haut jusqu'à une sorcière. Il n'y a pas d'indication dans ce sens spécifiquement, mais ma théorie, c'est que c'est le monde entre la vie et la mort. Pourquoi je pense ça? Parce que qu'est-ce qu'ils ont perdu? Peut-être qu'ils ont fait un choc et qu'ils ne connaissent plus les circonstances de leur mort, potentiellement. Le fait qu'ils ne puissent pas le bateau pour partir de l'île, c'est parce que de toute façon, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est un entre-deux, donc ils sont obligés d'y rester. Et le fait de monter des escaliers qui apparemment sont infinis et très difficiles à monter, et bah ça amène peut-être à certaines réponses aussi. Donc c'est ma théorie. Je ne sais pas du tout si ça va être ça, mais en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir que ce soit ça parce que ce serait très bien fait. Et ce qui est bien avec la collection Moonlight, c'est que c'est une collection qui se base sur le ressenti. C'est vraiment ce que Delcourt Tonkam met en avant. C'est le ressenti qui prime. Il n'y a pas de shoujo, shonen, seinen, rien à faire. C'est assez captivant. On va suivre un trio, grosso modo. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais on va suivre un trio qui va essayer de partir de l'île sans comprendre vraiment ce qu'ils font là. Ils veulent se tirer. Et donc du coup, je me demande en fait comment ils vont découvrir les choses. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que ça n'a rien à voir? Donc hâte de découvrir la suite. Et j'ai lu aussi dans la collection Moonlight un light novel, cette fois qui n'est autre que Ce qu'il reste de nos souvenirs. Ce qu'il reste de nos souvenirs, ça va être quelque chose de semblable à Je veux manger ton pancréas. On va suivre Chou, qui est un peu le mec en retrait, qui n'a pas pu sauver une de ses anciennes amies du suicide qui a sauté d'un immeuble et qui du coup se met beaucoup en retrait par rapport aux autres parce qu'il veut pas du tout souffrir, il veut pas du tout les faire souffrir non plus. Donc il se met en retrait. Et on va suivre Naoka qui fait partie du club des cardigans, comme il dit. Donc c'est le club un petit peu des gens entre guillemets un peu au-dessus entre guillemets en termes de popularité, et ils portent des cardigans. Voilà, elle porte des cardigans. Et en fait Naoka en fait partie, et un jour ils vont se rendre compte qu'ils vont dans la même pièce, dans une pièce très reclue en fait de l'établissement, et ils vont commencer à parler, etc. Naoka va faire tomber une de ses clés USB. Sur la clé USB que Chou va ramasser, il va voir qu'il y a un testament et qu'elle a déjà eu envie apparemment de se suicider. Donc il va pas savoir s'il doit lui en parler parce qu'il veut pas s'en mêler en fait, donc il va faire comme s'il n'avait jamais trouvé la clé USB.
Sauf que ça va lui retomber dessus, ils vont commencer à parler, commencer à se rapprocher malgré lui. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais je vous conseille fortement de le lire parce qu'il y a des révélations étonnantes auxquelles je ne m'attendais pas. Honnêtement, après c'est peut-être moi, mais en tout cas je m'y attendais pas du tout. Donc je suis très satisfait. C'était une très très bonne lecture, je l'ai lu assez vite, je l'ai lu en 2 soirs je crois. Sachant que quand je lis un roman, je m'endors très vite, donc c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres light novels de cette collection. Et donc j'ai pris Les Parasites Amoureux, je crois que c'est ça le nom, oui c'est ça. Et donc j'ai hâte de le lire. Et on va finir avec K-Books. Mes deux lectures de la collection K-Books sont Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Je rentrerai pas dans le détail parce que je vais vous faire en juillet une nouvelle série de vidéos un peu comme le Yaoi Time qui sera dédiée aux comics, aux webtoons, que ce soit les webtoons papier d'ailleurs ou les webtoons que je lis en numérique, parce que je lis beaucoup de webtoons en numérique aussi. Donc je vous ferai une série dédiée où je parlerai de tout ça, donc des webtoons que je lis, et je vous présenterai un petit peu une fois par mois, mais à peu près à la moitié du mois, ce que j'ai lu en gros du 15 au 15 entre guillemets en termes de webtoon, et je vous conseillerai mes petites pépites. Mais honnêtement c'était une plutôt bonne lecture. Et Noblesse que j'ai lu également, qui pour le coup et lui est une très bonne lecture de vampire, qui parle de Raisel, donc qui se réveille après 820 ans de sommeil. Et donc Noblesse, c'est je trouve que c'est quand même au-dessus, c'était une très bonne lecture. Bah voilà, bon c'est tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez vu qu'il y a quand même plein de trucs et cette vidéo va être extrêmement longue et très difficile à monter, donc on en reparlera. J'espère une fois de plus que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien, ciao.